couper si ma connexion arrive à couper pour que je puisse couper ma vidéo. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord d'être venu et à notre 10e rendez-vous mensuel de nos réseaux les générateurs en Grand Est et Géclair des DGENR, donc le rendez-vous mensuel d'une demi-heure sur un sujet des énergies renouvelables en Grand Est. Cette fois-ci, donc, on va voir un peu les retombées économiques des projets ENR de territoire et aussi en deuxième partie un témoignage d'un projet éolien ici dans le territoire des Crêtes Prairies dans les Ardennes, en Grand Est bien sûr, les ailes de Crète, le nom du projet. Donc moi en première partie, enfin, ouais, donc j'ai oublié de le dire, donc n'hésitez pas après si vous avez des questions à les poser dans le chat et de bien couper aussi vos micros et de vous renommer en mettant aussi voilà, le nom de votre territoire, comme ça sera plus facile pour la discussion. Donc pour commencer, moi je vous parle un peu des retombées économiques, ce que ça veut dire et pourquoi on parle des retombées économiques. Déjà, comme toute activité d'énergie renouvelable ou comme toute activité économique sur un territoire, il y a des retombées, donc que ce soit économique, sociale, sur le territoire en question. Et donc, quand il s'agit des énergies renouvelables, la question est très, voilà, est très vague parce que ça implique autant de monde, parce que c'est un sujet lié à la transition énergétique. Donc, ça, voilà, ça demande à ce qu'on revienne dessus et qu'on comprenne un peu quelles sont ces retombées sur ces territoires. Donc, Énergie partagée, qui est un mouvement national qui participe à la transition énergétique, a fait une note technique donc, pour aiguiller un peu ce que c'est les projets citoyens à la différence des projets privés. Et donc, on peut aussi calquer ce modèle au projet de territoire, donc qui englobe pas que les citoyens, mais tout le territoire, donc et les collectivités et les entreprises du territoire, les citoyens bien sûr, et, euh, et voilà. Donc les retombées économiques des projets ENR, enfin, ça englobe des bénéfices découlant de divers aspects tels que l'investissement du projet, la création de l'emploi, les revenus fiscaux et les effets positifs sur les entreprises locales, donc du fait de leurs revenus directement liés à l'exploitation, au développement des projets. Ces revenus contribuent à stimuler l'économie du territoire, effectivement, et à renforcer les collectivités locales qui se lancent dans ces projets-là. Euh, Mm, et aussi également à promouvoir le développement durable avec les actions liées à la transition écologique ou à la maîtrise de l'énergie au niveau local, effectivement. Euh, voilà, donc ça peut être, voilà, dans un premier temps, le loyer, on le connaît tous, donc le loyer qui est perçu directement par le propriétaire, donc les revenus liés à la fiscalité, tout ce qui est impôts ou tout ce qui est IFER ou tout ce qui est voilà, taxe locale liée à l'occupation du site et à l'utilisation aussi du réseau électrique. Les revenus de l'investissement, donc ça va dépendre ici, une petite vigilance s'il s'agit soit d'un projet citoyen ou d'un projet de territoire, y compris la collectivité, donc de voir un peu en fonction voilà, du mode de portage du projet, l'emploi et les prestations liées au projet, donc en phase développement, en phase exploitation du projet, donc sachant que les projets d'exploitation d'énergie renouvelable durent en moyenne 20 ans, et donc on voit des projets qui, euh, qui, hum, qui vont au-delà de ça, et donc il y aura toujours une pérennisation de l'emploi et des prestations au niveau local, donc ça peut être soit du département, soit des départements limitrophes. Donc tout ça, enfin, c'est des indicateurs qu'on peut les insérer dans ce que c'est les retombées économiques sur un territoire, donc des projets d'énergie renouvelable. Comme je le disais tout à l'heure, donc Énergie partagée a mené une étude, et donc dans cette étude, ils font un peu la différence entre un projet citoyen, un projet privé. Donc la partie projet citoyen, on peut se dire que c'est le projet de territoire, parce qu'il y a déjà la fiscalité locale, donc voilà, c'est presque la même chose qu'un projet privé, donc il y aura toujours une fiscalité, un loyer, mais ce qui va changer, c'est les emplois et les prestations locales avec les revenus de l'investissement local. Donc tout ce qui est emploi et prestations, ça peut être variable
et, selon le projet privé, mais ce qui est projet citoyen, projet de territoire, c'est des indicateurs voilà, qui sont présents. Les revenus de l'investissement, ça va dépendre de la part sociale et de tout ce qu'il y a voilà, sur le montage économique du projet, mais c'est des indicateurs qui sont garantis s'il s'agit d'un projet de territoire ou d'un projet citoyen. Et donc, à l'issue de l'étude, il est conclu donc, par Énergie Partagée que pour chaque euro investi, il y a à peu près 2,5 en moyenne qui profitent au territoire. Donc, ça peut être voilà, directement des bénéfices liés à l'exploitation du projet. Ça peut être aussi toutes les actions sociales, donc liées à l'emploi, aux prestations. Ça peut être aussi toutes les actions liées à la sobriété, par exemple des défis, des clics qui sont lancés à l'issue de certains projets ou des actions liées à l'économie à la maîtrise de l'énergie. Donc, toutes ces indicateurs, voilà, hum, permettent à ce qu'il y ait des retombées réelles sur un territoire, sur chaque euro investi selon le projet. Euh, voilà, donc je- j'ai fini la petite introduction, notamment sur ce que c'est les retombées économiques. Je vais donc passer la main à Christelle pour nous parler un peu de, de- des ailes de Crète, qui est un projet de territoire et où enfin, le projet a participé donc à l'étude menée par Énergie Partagée sur les retombées économiques des projets citoyens. Et donc, on verra un peu plus en détail donc avec quelques chiffres, notamment sur ce projet. Donc, Christelle, est-ce que tu es là? Tu arrives à te connecter, enfin, à partager ton écran. Moi, je vais arrêter mon partage pour te laisser la main afin que tu partages. Hop. Ben, merci René, vous m'entendez? Ouais, Oui. merci René, ben, merci Géclair pour l'invitation. Ouais, donc je vais faire un témoignage avec l'exemple des ailes des crêtes. Comme le disait René, le projet a participé à l'étude hein, en mettant bah, toutes ces données. Alors, pour information, ça aussi, c'est une dimension particulière des projets citoyens, d'être transparent sur les chiffres et de pouvoir transmettre tout le détail, que ce soit l'investissement, du fonctionnement, parce que d'habitude, c'est le grand secret, ça, hein, les entreprises veulent jamais, les sociétés veulent jamais communiquer sur leurs chiffres, mais bon, voilà, ça fait aussi partie de ça, les projets citoyens, le partage des informations. Donc, je vais le faire. Euh, voilà, je vais très rapidement Ça va, ça passe le partage, oui? Ouais. Et est-ce que si je change de diapo, ça suit? Oui? Super. Donc, je vais rapidement vous présenter le parc qui est quand même un peu atypique hein, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. C'est un petit parc, donc il s'agit de trois machines seulement, trois machines de 800 kilowatts en fait, parce on avait un plafond en fait. On avait un plafond et une obligation de nombre, c'est-à-dire qu'on nous a imposé trois machines et pas deux. Donc, sur le même espace, quand vous êtes obligé de mettre trois machines, il faut qu'elles soient plus petites, sinon elles se gênent. Voilà, donc hauteur maximum 100 mètres. La production, c'est l'équivalent de 1600 foyers et un investissement total de 3,9 millions. Donc en fait, on voit que c'est un projet économiquement difficile hein, puisque bah, pour trois machines, on arrive à 2,4 mégawatts, ce qui est aujourd'hui presque la base de la puissance unitaire d'une machine qu'on installe, hein, même plus que ça. Donc voilà. Donc un modèle économique compliqué avec un gros surinvestissement, un développement long, difficile, enfin voilà, bref. De toute façon, les aléas n'ont rien à voir avec l'investissement et l'optimisation des retombées. Alors, c'était un projet laboratoire, parce que donc, comme il a été souligné, les collectivités étaient très, très impliquées, l'Agence locale de l'énergie et du climat aussi. L'objectif, c'était d'avoir la maîtrise totale du projet, qu'il soit 100% ouvert à l'investissement citoyen, c'est-à-dire que le maximum en fait soit possédé par les acteurs du territoire. Il y avait le souhait aussi de pouvoir faire participer des enfants hein, pour qu'il y ait une éolienne d'enfants. Donc ça c'était une démarche promue par la fondation Kids on Wind qui est en Belgique. On souhaitait aussi ne pas faire jouer l'obligation d'achat
qui à l'époque en fait était très critiquée, était coûteuse, et donc on voulait vendre l'électricité directement à Enercop pour nourrir en fait son offre 100% électricité renouvelable. Et bien sûr, dans l'enjeu de la maîtrise de ce parc, c'était l'optimisation des retombées économiques pour le territoire, au-delà des simples retombées classiques et habituelles auxquelles on peut s'attendre. Donc, il y avait quand même pas mal d'ambition derrière cette démarche d'appropriation vraiment très, très jusqu'au boutiste d'un site. Alors voilà, un petit schéma pour expliquer comment le projet s'est monté. Donc, il y a un parc, et il y avait différentes façons pour les acteurs du territoire de s'impliquer. Soit ils pouvaient rentrer en direct en tant qu'individu dans la société de projet, donc c'est ce que vous avez en bas à droite, l'investissement direct, soit par l'intermédiaire de clubs d'investisseurs. Donc c'est plusieurs personnes qui se rassemblent pour pouvoir rassembler le montant équivalent à une part sociale. La part sociale, elle était à 5 000 euros. Hein. Donc voilà, vous vous mettez à 20, et puis à 20, vous rassemblez 25 000 euros et vous prenez une part, c'est le principe des clubs. Il y avait notre coopérative, notre SIC qui était en direct. Et il y avait aussi il y a pas mal de coopératives belges qui ont soutenu la démarche et qui ont aussi investi dans le parc. Et bien évidemment, Énergie Partagée s'est impliquée. Alors, aujourd'hui, ça peut paraître trivial, mais là, on est quand même en 2010, 2012. Et c'était les tout débuts, en fait, de ce concept. Et on était très, très soutenus dans le concept par les coopératives belges qui étaient très dynamiques et qui avaient bien de l'avance sur nous à ce sujet-là. Et en fait, l'expérimentation de l'investissement citoyen dans ce parc éolien s'est menée en parallèle de la création d'énergie partagée. Donc, il y avait en parallèle, en fait, ce parc, Bégane, en Bretagne, et énergie partagée. Tout ça s'est construit et a grandi et a expérimenté en même temps. Donc, voilà. Voilà, très rapidement le projet brossé. Et oui, et je signale quand même que cette expérimentation a été possible quand même grâce à une très très grande souplesse et une grande ouverture d'esprit de notre fournisseur Enercon, qui a fait des choses incroyables pour que ce soit possible. Je crois que c'est important de le souligner parce que ça n'a pas été facile pour eux non plus de vouloir faire comme ça, et avoir une bande de citoyens jusqu'au boutiste en phase 2, c'était pas forcément évident. Voilà, mais ils ont joué le jeu. Voilà pour l'histoire. Et maintenant, les chiffres. Alors, on peut se poser. Il y a deux moments en fait où on peut rechercher l'optimisation des retombées économiques pour le territoire. Il y a le moment du développement et de l'investissement, qui est un moment ponctuel. Et après, il y a tout ce qui va être récurrent pendant la vie du projet. Donc, je vais distinguer ces deux temps-là. Au moment du développement, il y a la seule, on va dire, optimisation, c'est que le développeur, enfin, il y a eu un co-développement entre un développeur et donc la SIC citoyenne. Le développeur était du territoire. Mais j'ai envie de dire, c'était un peu un hasard. C'est parce que lui, il a dit, bah moi, ça m'intéresse de faire quelque chose d'innovant. Mais bon, malgré tout, le développeur était dans le territoire. C'était bon. Là où vraiment il y a eu quelque chose de différent par rapport à un parc conventionnel, c'est sur des éléments de chantier, où là, on a vraiment imposé aux fournisseurs, donc Enercon, de travailler avec des entreprises locales. Alors habituellement, en fait, le développeur ou le fournisseur de machines, il vient avec les entreprises avec lesquelles il a l'habitude de travailler. Les éléments des éoliennes arrivent avec des transporteurs spécialisés. Les grutiers sont des entreprises spécialisées avec lesquelles ils ont l'habitude de travailler. Pour le génie civil, pour le câblage, enfin, voilà, ils ont leur groupement d'entreprises avec lesquelles, en plus, ils ont des accords. Ça peut être parfois des entreprises nationales, hein, on les connaît, ça peut être Colas, Bouygues, etc. Enfin, voilà. Mais ils arrivent avec des groupements en fait faits. Et là, en fait, ce qu'on a dit, c'est bah non, on a des entreprises dans le département qui sont très compétentes, qui font des choses bien, et on voudrait que ce soit elles qui travaillent. Alors ça a pas mal grincé des dents, mais ils ont fini par accepter. Il a vraiment fallu quand même batailler.
Et les trois flèches que vous voyez là, alors le budget total concerné, là, c'est 2,9 millions. Hein, donc on est sur des volumes financiers quand même assez conséquents. Et il y a 3 lignes en fait qu'on a réussi à, à faire remettre à des entreprises locales sur le génie civil, en fait, tout ce qui est fondation, câblage, tout ce qui est travail de génie civil, en fait, en gros. Où là, c'est une entreprise locale qui a eu le marché. Ça s'est pas passé tout seul, hein. Cette entreprise a dû concourir, en quelque sorte, passer des tests pour montrer qu'elle était capable de répondre au cahier des charges très spécifiques de ce genre de chantier qu'elle n'avait jamais fait. Hein, donc ça a été un vrai défi pour cette entreprise. Alors évidemment, nous après, on était morts de peur. Hein. On s'est dit, oulala, s'il y aura le moindre petit problème, c'est sûr que ça nous sera reproché. Mais ça s'est remarquablement bien passé. Et il a même été démontré que le fait que ce soit une entreprise locale qui intervienne comme ça sur le terrain, ça avait aussi permis de mettre de l'huile dans les rouages et de faciliter pas mal de choses, notamment dans la relation avec les agriculteurs aussi. Parce que forcément, vous faites un parc éolien, vous marchez, vous empiétez sur des espaces qui sont au départ des espaces agricoles, donc même si tout est contractualisé, il y a des histoires de saison, tout ça, enfin voilà. Et le fait d'avoir le cousin de machin qui connaît truc, etc., quelque part, avoir des acteurs locaux, parfois, ça peut vraiment mettre de l'huile dans les rouages. Donc voilà, là, ça a été la partie la plus compliquée, j'ai envie de dire, à optimiser. Et ça a généré en fait de la satisfaction pour tout le monde euh, une fois le chantier terminé. Donc c'est tant mieux. Euh, Ensuite, et puis ce sont des lignes très très importantes. Vous voyez quand même, on est dans les centaines de milliers d'euros hein, quand même. Donc c'est très significatif. Ensuite, je peux citer un certain nombre de travaux qui ont été menés par des structures locales ponctuellement, mais qui représentent des tout petits montants. Et surtout, où on peut se dire que, bon an, mal an, maintenant les développeurs et les investisseurs, ils vont aussi chercher des acteurs locaux, parce que ça va être pratique, parce que aussi il y a quand même une certaine demande, donc c'est une réponse à ça. Mais ça représente des choses très, très modestes. Par exemple, là j'ai cité les constats d'huissier. Il y a un certain nombre de constats d'huissier à faire au cours du chantier. Bon, ça, c'est quelques centaines d'euros, c'est pas grand-chose. Voilà. Donc, euh, c'est intéressant, évidemment, que ce soit des huissiers les plus près possibles qui fassent ça. Mais un, ça se fait naturellement. Et deux, ce ne sont pas des montants très, très significatifs. Bon, après, voilà, j'ai listé les études environnementales, donc en amont et en aval, parce qu'il y a des études environnementales aussi après le chantier fini. Tout ce qui est beau, notarié, les passages de géomètres, tout ce qui est édition de matériel de communication, les panneaux d'affichage, les pancartes, les tracts éventuellement, etc. Mais là, on peut dire que évidemment, quand on est sur un projet citoyen, on va y faire très très attention et on va le faire. Mais aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans des parcs conventionnels en fait. Les équipes d'animation, elles vont aussi pouvoir s'adresser comme ça à l'imprimeur du coin pour, euh, pour leurs propres documents. Euh, Là où il y a eu vraiment quelque chose de particulier, alors est-ce que c'est une optimisation ou pas, mais non, c'était particulier, c'est qu'en fait c'était un parc éolien citoyen, donc il y a eu un très gros volet animation. Il y a eu une chargée d'animation pendant 3 ans hein, sur ce projet-là, et donc portée par l'Agence locale de l'énergie et du climat et par la SIC. Aujourd'hui, ce serait un budget qui serait confié à Géclair, typiquement. Hein. C'est la mission de Géclair. Et ça fait quand même partie aussi de retombées économiques positives. Ça fait de la vie dans le territoire, ça anime le territoire et ça fait des gens qui vivent là et donc des salariés. Donc là, c'est la dimension citoyenne en fait qui va permettre d'avoir en plus un volet de, de dépenses en fait supplémentaires. Et donc c'est positif pour le territoire parce que c'est forcément dans le territoire. Donc, voilà sur la partie développement et investissement. Ensuite, je vais présenter les retombées classiques et voir comment après nous
on a cherché encore à optimiser. Donc là, une fois le projet construit, on rentre dans le fonctionnement. Et les retombées que l'on connaît tous et qui sont habituelles, c'est le foncier, hein, pour tout ce qui est emprise sur le milieu agricole. Euh, alors, nous, dans notre cas, ça se partage entre les agriculteurs et les associations foncières, hein, pour les chemins. Vous voyez, les montants ne sont pas négligeables. Il y a la taxe foncière et la CFE que vous connaissez, ça va aux collectivités. Et alors, j'ai mis en retombée classique la maintenance, parce que c'est quand même intéressant de signaler que plus il y a d'éoliennes à entretenir et à surveiller, plus ça va être intéressant qu'il y ait des équipes d'intervention proches de ces parcs. Et donc, le parc éolien, là, il est dans les Ardennes, et l'équipe de maintenance est basée à Rethel, c'est vraiment tout près. Euh, donc, ce sont des gens qui vivent et travaillent dans le secteur. Il y a un agent de maintenance Enercon qui habite dans le village juste au pied des éoliennes, en fait, hein, voilà. Donc, la maintenance, malgré tout, c'est une activité qui se développe forcément là, au plus près des éoliennes, et ça crée de la vie, ça crée de l'emploi, voilà. Et là, une fois de plus, les montants sont vraiment significatifs. Donc, vous voyez, pour un parc très modeste, le montant que ça représente, hein, 70 000 euros par an, c'est vraiment énorme, hein. Et les équipes de maintenance, c'est 3 personnes qui viennent très, très régulièrement surveiller et nettoyer nos éoliennes. Voilà, et à Rethel, il me semble qu'il y a Enercon, et je crois qu'il y a aussi un Vestas. Donc, c'est pas. Voilà. Euh, Évidemment, il y a 10 ans, ces gens n'étaient pas là. Donc ça, ce sont les retombées classiques qui auraient lieu, euh, quelle que soit la configuration du parc, citoyen ou pas citoyen. Là où on a cherché encore à faire un petit peu mieux, c'est sur l'exploitation. Donc il y a eu un transfert de compétences entre un, un exploitant spécialisé qui s'appelle Cohérence Énergie. Alors déjà, on a choisi un exploitant quand même qui est dans le nord. C'est quand même pas bien loin, c'est pas bien loin des Ardennes. Et il y a eu un travail de transfert de compétences pour que notre SIC, hein, Énergique, puisse faire l'exploitation de premier niveau, l'exploitation technique de premier niveau, euh, donc en étant à proximité du parc. Donc il y a une réappropriation de compétences. Et on fait aussi la gestion administrative et financière du parc. Donc ça, tout ce volet-là, habituellement, c'est fait par les exploitants, et c'est pas du tout sur le lieu d'implantation des parcs. Ça, c'est complètement ailleurs, c'est centralisé. Ce qui est aussi en général ailleurs et centralisé, c'est la comptabilité. Nous, la comptabilité de la société, elle est faite par une agence qui est à Vouziers, donc tout près. C'est vrai que je vous cite des noms de communes comme si c'était évident, mais je sais, voilà, je vais arrêter de regarder René, parce que je sais que René, tous ces noms-là, ça lui parle, mais Colline peut-être moins. Voilà. Bon, tout ça pour vous dire en fait que Vouziers, Charleville, Attigny, c'est dans les Ardennes, donc on est vraiment dans le département d'implantation du parc. On a un accompagnement juridique qui est quand même assez prégnant, hein. Vous voyez, le budget, c'est 5 700 euros. La juriste, elle est à Reims. Et dans les retombées optimisées, donc pour rappel, il y avait possibilité d'investir directement dans le parc éolien pour les particuliers. Et ces particuliers investisseurs ont mis aussi du compte courant. Alors, le compte courant, c'est quand vous êtes sociétaire d'une entreprise, vous pouvez aussi faire des prêts, hein, c'est une forme de prêt, c'est du compte courant, et ces prêts sont rémunérés. Et donc là, comme ce sont des habitants qui ont investi dans le parc, ils ont aussi des comptes courants, et ils touchent les intérêts de ces comptes courants. Donc là, ça fait des retombées directement dans le territoire à des habitants. Et puis je signale aussi tous les petits frais du quotidien, parce que vu que c'est nous qui faisons toute la gestion administrative et financière, forcément il y a un petit peu de frais. Et puis comme c'est un parc citoyen et qu'on essaye d'en profiter, de le faire savoir, il y a pas mal d'animations tous les ans. Il y a des visites, et puis il y a des animations au moment des assemblées générales, et donc il se passe des choses, il y a des gens qui viennent goûter, qui mangent, voilà. Et
alors voilà, la prochaine assemblée générale, par exemple, on va tous aller, enfin tous les gens présents à l'assemblée générale vont, on va aller manger tous ensemble, on va faire autour d'un grand couscous. Enfin voilà, euh, alors oui, c'est festif, mais ça n'a pas rien à voir en fait. Si c'était pas un parc éolien citoyen, il n'y aurait pas cette assemblée générale avec cette dimension festive et ce grand repas. Donc voilà, faut le souligner quand même. Donc là, on est dans la recherche d'optimisation, et puis une optimisation, on va dire, induite, pas forcément recherchée, mais parce que c'est un parc citoyen. Donc voilà, très très rapidement, comment on vit les choses, nous, au niveau des ailes des crêtes. Et je crois que je peux m'arrêter là, et je vais peut-être laisser la parole à d'autres et aux questions. Si j'ai respecté mon temps, je ne sais pas. Merci. Oui, merci Christelle pour la présentation, c'est très riche. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, soit vous pouvez lever la main, prendre la parole ou laisser dans le chat. Je crois que Colline, tu voulais parler du coup, donc vas-y. Oui, Allez. je voulais te poser une question à Christelle. Euh, Tu évoquais le fait que les entreprises locales n'étaient pas forcément formées et il avait fallu vérifier, en tout cas, d'avoir passé un test, les entreprises de génie civil, pour savoir si elles pouvaient faire ça. Est-ce que aussi elles étaient formées pour les montants que ça représentait, enfin le temps qu'elles avaient dans leur, enfin il y avait tout. Est-ce que c'était des chantiers beaucoup plus gros que ce à quoi elles étaient habituées, quoi? C'est la première question. Et surtout, comment vous les avez sélectionnés? Est-ce qu'il y a eu des appels d'offres ou est-ce que en fait ça a été on connaît machin, tout ça, tout ça. Ça a vraiment été, on sait qu'il y a une entreprise qui est vraiment juste à côté, parce que c'est vrai que c'était vraiment juste à côté. On savait qu'en plus qu'ils avaient une bonne réputation, ils faisaient quand même des chantiers conséquents. Et vraiment, on s'est dit, c'est vraiment, on va travailler sous leur nez, quoi. Donc c'est pas la seule du département, mais c'était la plus proche. Et en plus, oui, c'est vrai qu'ils ont bonne réputation, ils ont vraiment une réputation, ça s'appelle, je vais le dire, hein, parce qu'ils ont super bien bossé, donc ça s'appelle STP Vence. Donc voilà, on avait en plus cette confiance qu'ils sauraient répondre techniquement, et puis cette logique, quoi, de proximité. Alors après, en termes de dimension de chantier, bah après, c'était un petit peu aussi à eux à voir s'ils pouvaient répondre ou pas, hein, voilà. Euh, alors c'est vrai qu'après, on est un peu comme ça en se disant, est-ce qu'il faut que tout se passe bien? Parce que franchement, ça grinçait un peu des dents. Là où j'ai donné un autre exemple où ça s'est pas bien passé et où si c'était à refaire, je ferais pas. C'est sur les baux, en fait. On a voulu travailler avec le notaire du coin, qui avait jamais fait, qui connaissait pas, qui a dit oui quand même. Et là, ça a été l'enfer. Parce qu'en fait, il avait jamais fait, il connaissait pas. Et en termes de délai, en fait, il a fallu qu'il récupère en fait toutes les informations, toute la matière. En plus, il a voulu se débrouiller pas mal par lui-même. Il a pas, je crois, fait assez jouer les réseaux professionnels. Enfin bon, bref, il a voulu se débrouiller. Et alors, en termes de délai, on a tout explosé. Enfin, il a fallu recommencer des actes parce qu'en fait, il y avait des erreurs, c'était pas bon. Et voilà. Et bon, alors je pense que c'était la première fois, donc du coup on a essuyé les plâtres. Mais franchement, là c'est voilà, deux expériences, une superbe avec cette entreprise où ça s'est remarquablement bien passé et où il n'y a eu aucun regret. Et là là on s'arrachait, et une autre expérience où là on s'arrachait les cheveux, on devenait dingue. Euh, où on a été à deux doigts de dire non mais stop, faut arrêter. Bon voilà, je crois que faut aussi dire, on est là pour partager aussi les mauvaises expériences. Donc, je ne veux pas dire que c'est au petit bonheur la chance, mais je pense qu'aujourd'hui, le sujet est aussi plus connu. Faut se remettre, c'était il y a 10 ans, donc je pense que maintenant, les notaires seraient peut-être plus agiles aussi à rentrer dans un sujet qu'ils ne connaissent pas. Euh, bon, là, on le voit, par exemple, on a un enjeu encore des besoins de notaires
pour un sujet photovoltaïque, c'est un notaire qui n'a jamais fait, mais on voit qu'il est très agile et hop, les réseaux professionnels maintenant sont équipés pour se transmettre et pouvoir répondre aux spécificités d'un domaine donné, même quand la personne n'a jamais fait. Là, bon, voilà, c'est vrai que les baux relatifs à l'éolien, c'est quand même très, très, très spécial. Je pense que maintenant, ça se diffuse un peu mieux, ça se connaît un petit peu mieux. Et on aurait moins de déboires aujourd'hui, je crois. On a des questions dans le chat, je me permets. Donc, est-ce que vous êtes souvent sollicité par des groupes ou territoires ailleurs qui peuvent bénéficier de votre expérience? Est-ce que ça a déjà donné naissance à des projets similaires? Non, on n'a pas été sollicité pour des retours d'expérience spécifiquement sur ce parc-là. En revanche, maintenant, dès qu'on est impliqué dans un projet ailleurs, forcément, en tant que coopérative citoyenne, on cherche, nous, à dupliquer, répliquer et faire la même chose. Et c'est nous qui nous appuyons dessus en disant, mais si, regardez, c'est possible. Forcément, le fait, par exemple, d'avoir réussi entre parenthèses, à casser le groupement habituel du fournisseur de machines pour permettre d'intégrer une entreprise locale, bon, bah, on ne peut plus nous dire aujourd'hui ah ben non, c'est pas possible, j'ai mon groupement prévu et c'est comme ça. Puisque voilà, ça a déjà été fait. Donc, c'est plus nous qui nous appuyons sur cette expérience-là pour dire, mais si, regardez, c'est possible, on peut le faire. Et d'ailleurs, on s'appuie sur les chiffres de l'étude énergie partagée qui montrent bien finalement que cette marge de manœuvre, quand on fait l'effort, en fait, le 1 euro pour 2,5 euros, bah, c'est bien parce qu'à un moment donné, il y a un effort de biaisé en fait par rapport à la pratique conventionnelle. Donc, voilà. D'accord, merci. Gauthier Delorme qui demande si vous pouviez remettre la diapositive numéro 4 éventuellement. La diapositive, c'est celle-là sur le montage. C'est celle-là, Gauthier? Bon, en attendant de savoir si c'est celle-là ou pas, je pense qu'on peut passer à la question suivante. Donc, sur les retombées fiscales, vous avez mentionné les impôts fonciers pour les collectivités. Qu'en est-il de l'IFER? Allô, ah, c'est peut-être. Bah, l'IFER, c'est ce qui s'appelait la. C'est la CFE en fait. Non, c'est pas le même nom. Non, l'IFER, c'est vraiment pour les énergies renouvelables. La CFE, c'est pour la contribution financière de l'entreprise, fiscale de l'entreprise. J'ai zappé, j'ai globalisé. Ouais, c'est globalisé dedans en fait. Les fiscalités. Moi, j'ai pas. Oui. Oui, ça c'est global en fait. C'est global. Je me permets d'élargir la question. Est-ce que tu sais comment c'est réparti aux différents niveaux des différentes collectivités ou pas? Ah non, non, alors ça, je ne saurais pas dire le détail. Je pourrais le retrouver, mais en plus, il y a des histoires de taux. Ça dépend des collectivités. Enfin, il y a la part commune, la part intercommunale, et puis il y a un petit peu qui part aussi région, département. Donc, mais là, je suis désolée, je saurais pas vous le détailler. Et alors, oui, mais en plus, c'est complexe parce que les communes, elles ont chacune leur taux. Et donc là, le parc, il est sur 2 communes. Et voilà, ça fait pas la même chose ça fait pas la même chose pour les 2 communes. Mais ouais, non, là, je suis désolée, je saurais pas détailler. D'ailleurs, là, ce sont des chiffres 2022, ça a augmenté l'ensemble des taxes et des cotisations, enfin, tout ce, et CFE, etc., ça a augmenté par rapport au chiffre qui est là. Là, maintenant, on est plus près de 26 000 euros. D'accord, merci. On a une autre question du coup. Quelle a été la durée globale de la réalisation du projet? Ah, De l'idée de l'idée à la mise en œuvre, enfin au fonctionnement, pardon. de l'idée. Ouh, aïe, aïe. Alors, l'idée, alors la classe éolien est sortie, de la région est sortie en 2003. 2003-2004, les développeurs ont commencé à arriver
comme des fous dans la région, 2003-2004. Donc c'est en 2004 que que le territoire, donc la communauté de communes des Crêtes Pré-Ardennaises a dit non mais c'est de l'aménagement du territoire, on va gérer ce qui se passe chez nous. Et de toute façon, le vent, c'est un bien commun, c'est notre vent, c'est nous qui allons décider ce qui se passe. Donc ça va être en 2004. Et ils ont fait une planification en 2004. Ça s'est transformé en ZDE un peu plus tard. Mais oui, non, c'est dès 2004-2005 que le territoire a dit c'est à nous de nous approprier nos biens communs et de décider ce qu'on en fait. Et en fait, notre SIC a été créé en 2009 pour investir dans le parc éolien aussi et porter l'investissement citoyen dans les énergies renouvelables. Donc on est sur un projet qui vient de très très loin et la motivation, c'est vraiment une motivation de fond, pas que sur l'éolien en fait. Donc voilà, 2004-2005, sachant que le permis de construire, le premier, a été obtenu en 2012. Vous voyez le délai. Hein. Mais au moment où la collectivité a dit on s'approprie les choses et on veut maîtriser ce qui se passe, il n'y avait pas encore de site prédéfini en fait. C'était bien en amont. Et quand les développeurs ont commencé à vouloir arriver sur des sites, à chaque fois la collectivité disait est-ce que vous êtes prêts à faire un projet participatif citoyen? Enfin voilà, ils posaient la question. Il y a 2 développeurs qui ont dit d'accord. Donc ce développeur là qui s'appelle Enel et un autre qui s'appelle Green Energy Management, qui était un développeur allemand, donc qui avait un peu plus cette culture. Mais en fait, le développeur allemand, il a fini par verrouiller quand même les choses et ça ne s'est pas concrétisé. Et il y a finalement que celui-là qui est sorti dans le territoire. Donc voilà. Et la mise en service 2016. C'est vraiment une idée très très ancienne qui a précédé en fait l'ancrage d'un projet quelque part. Il y a vraiment eu une réflexion politique en fait en amont de ça. D'accord, très bien, merci. Et ça répond en partie à l'autre Ouais. question sur les élus locaux. Est-ce qu'ils se sont intéressés ou pas et est-ce que c'était depuis dès le départ ou pas? Et est-ce qu'ils étaient sceptiques ou est-ce qu'il y a eu des militants? Donc c'était des questions voilà, que tu as répondu en partie. Oui, oui, bah, en fait, il y a eu, je vais rechercher, je vais partager un autre. Il y a eu qu'on a appelé la chaîne de solidarité des communes, qui avait pour objectif de montrer que les collectivités, les élus étaient favorables à l'éolien. Alors, je vous partage, voilà. C'est passé. Oui, Voilà. Donc, il y a pas mal de. Le parc éolien, il se situe. Là, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Sur la droite, il y a. Voilà. Bouvelmont-Chagny. Vous voyez, donc vraiment dans l'est du territoire. Et vous voyez en vert foncé toutes les communes du territoire qui ont pris des parts dans notre SIC pour soutenir l'investissement dans le parc éolien. Alors là, faut dire que, alors pourquoi? Parce qu'à l'époque, on était avant 2015, à l'époque, les collectivités n'avaient pas le droit de prendre des parts dans des SAS. On ne pouvait prendre des parts, les collectivités ne pouvaient être que dans des SEM ou dans des SIC. D'où la création de notre coopérative en SIC, parce que c'était bien ça l'idée, en fait, de pouvoir rassembler tout le monde dans un outil économique d'investissement dans les énergies renouvelables, dans l'éolien. Donc, les collectivités, les communes et les collectivités ne pouvant pas rentrer directement dans le parc éolien, eh bien, elles ont pris des parts dans notre coopérative pour marquer leur soutien, et c'est nous, la coopérative, qui prenions des parts un peu, en quelque sorte, en leur nom. Donc, ça s'appelait la chaîne de solidarité des communes. Donc, il y a les communes individuellement et la communauté de communes qui ont pris des parts. Et même aussi à l'époque, la région qui est rentrée dans notre coopérative
pour montrer cet engagement des collectivités dans les Hauts. Merci. Du coup, je pense qu'on n'a pas d'autres questions. Donc là, on a un peu débordé notre timing habituel, mais c'est pas grave parce qu'il y a eu beaucoup d'informations et c'était aussi bien chargé avec. Donc moi, je vais prendre la suite si pour tac, si j'arrive. Yes, c'est bon, ça arrive. Donc, pour aller plus loin, donc j'ai mis quelques ressources qui pourraient vous être utiles, notamment sur la note technique que j'ai évoquée au tout début, d'énergie partagée, que vous pouvez la retrouver directement sur le site. Donc, le support, il vous sera envoyé plus tard. Amorce qui mène aussi des publications à destination des élus, notamment sur le financement des projets, la fiscalité des projets aussi pour, voilà, pour aller plus loin et connaître un peu tout ce monde-là. Euh, donc le projet Aile de Crète voilà qu'on vient tout juste de voir, plus en détail aussi si vous voulez, faut avoir quelques informations en plus donc sur le site d'énergie partagée et n'hésitez pas si vous voulez vous monter en compétence, vous former sur un sujet, donc de nous contacter directement. Donc déjà, on organise une formation à l'autoconsommation collective en décembre à Reims. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas voilà, à aller sur le site et vous inscrire. Les inscriptions vont être clôturées la semaine prochaine. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas. Donc merci de votre attention. Donc pour ce qui est de l'enregistrement, vous l'aurez sur notre chaîne YouTube. Prochain rendez-vous le 11 décembre sur la géothermie par Nicolas Imperadori, la géothermie basse énergie. Et après, pour notre programme 2024, si vous avez des idées de sujets que vous voulez que l'on travaille dessus, n'hésitez pas à nous faire savoir, donc soit via ce chat ou nous contacter directement via nos réseaux ou via nos canaux de communication. D'autres événements, donc on a mis en place en début d'année un groupe de travail sur l'autoconsommation collective. Donc on aura voilà un prochain GT sur ce sujet-là le 15 novembre. Euh, on vous a déjà donc pour ceux et celles qui étaient inscrits au tout début envoyé un formulaire pour faire remonter vos questions si vous en avez afin que qu'on puisse les traiter le 15 novembre. Donc, si vous voulez suivre ce webinaire du 15 novembre, le lien il est juste là. Et le 22 novembre, on a un groupe de travail sur les zones d'accélération qu'on avait lancé le mois dernier, donc le premier GT. Donc là, ça sera le deuxième GT. C'est plutôt axé élus, donc maire ou voilà les élus de collectivité. Mais si vous voulez voilà participer, c'est ouvert aussi à tout le monde au final. Pour avoir des informations, bien sûr. Donc, il y a le lien, donc juste derrière le groupe de travail ZANR. Merci encore une fois de plus, Christelle, pour la présentation des ailes de Crète et pour nos participants au webinaire. Et, et tiens à clôturer du coup le DGNR et vous souhaite un bon appétit. Merci, bonne journée. Merci à tous et bonne journée. Bonne journée à tous.